Pérou, les premières images des inondations catastrophiques de la semaine dernière. Le président de la FNSEA à l'Elysée, des agriculteurs sous pression, François Guillaume sera notre invité. La 5e semaine des congés payés, applicable dès cette année, nous dit le ministre du Travail, le CNPF, pas d'accord. Le Français Jean-Christophe Simon en tête des championnats d'Europe de patinage, il a remporté les figures imposées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de parler de nos problèmes spécifiquement français, et ce soir ils ne sont pas négligeables, nous avons estimé que la diffusion des images qui vont suivre s'imposait avant toute chose. Il s'agit du premier reportage réalisé par une équipe de télévision sur les inondations catastrophiques du Pérou. Plus de 6000 disparus à la suite du débordement d'un lac. Il faut savoir en effet que le drame s'est joué en un lieu très difficile d'accès. Les premiers donc, Philippe Gassot et Freddy Hausser, ont pu nous expédier leur reportage il y a quelques heures. Pour se rendre compte de ce qu'ont pu subir les populations de 3 départements péruviens, il faut venir ici à Lucre, à 40 km de Cusco. Ici, le village a été coupé en deux par un torrent qui en une nuit a déversé des milliers de mètres cubes de terre et de pierre, dont certaines pèsent plus d'1 tonne. Tout ce qui se trouvait sur le passage de cette avalanche de boue a été laminé. Dans la région, 350 maisons ont été détruites. Ici, il y avait en bordure de la rivière 3 habitations. Cette femme en est sortie saine et sauve par miracle. Il ne lui reste plus rien. Plus une trace de vie, comme si ici, rien n'avait jamais existé. Selon les autorités, 50% de la population est dans ce cas, en majorité des personnes qui vivaient hors du village, dans des maisons isolées, dont il ne reste rien. Pas un pont n'a résisté, les pierres et la terre ont tout emporté sur leur passage. Malgré de nouveaux risques de couler, les hommes tous volontaires essaient de dégager la rive du torrent qui, avant l'avalanche, était un chemin. Eux ont plus de chance que les autres, plus de chance que ceux des hauts plateaux. Leur village n'est pas isolé. On peut l'atteindre en voiture grâce à une piste qui a permis d'amener un bulldozer. Pour les autres localités des contreforts de la cordillère des Andes, l'aide n'est pas possible. Il n'y a pas de route et les conditions météorologiques sont trop mauvaises, les villages trop haut perchés pour permettre sérieusement de lancer une action d'assistance. On ne connaît pas le nombre des victimes, ni celui des sans-abri. Jusqu'à présent, il n'y a pas de chiffre officiel et la presse péruvienne ne parle pratiquement plus de la catastrophe qui est presque oubliée. C'est vrai que Lima est loin. Pourtant ici, il faut bien continuer à vivre, malgré tout, en essayant de surmonter le désespoir. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes très inquiets. Nous vivons une calamité à cause des pluies qui sont arrivées jeudi ou vendredi. Jamais il ne s'était passé une chose pareille à Lucre. Une avalanche comme cela, ce qui s'est passé cette fois-ci. D'habitude, le niveau de l'eau montait, mais le village n'en souffrait pas trop. Cette fois-ci, la rivière nous laisse pauvres, complètement pauvres. La rivière bloquée dans les hauteurs par des glissements de terrain a formé un véritable lac qui, d'un seul coup, sous la surcharge des pluies, a littéralement explosé sous la pression. Pour ces Indiens, déjà dans la misère, souvent trop pauvres pour acheter du sel, qui vivaient de maïs et de haricots avec parfois un peu de viande de poulet ou de bœuf, il ne reste plus grand-chose. La plupart des animaux ont disparu, mais avant même la carence de nourriture, se pose la question de l'eau potable. Grâce encore à la piste d'accès, des citernes anti-émeutes, reconverties pour la fourniture d'eau, arrivent jusqu'ici de temps en temps. Le plus grave pour la population après la catastrophe, c'est le risque d'épidémie. La diarrhée touche déjà la moitié des enfants, on manque de médicaments et faute d'eau potable, on continue à consommer l'eau terriblement polluée du torrent. Par manque d'eau toujours, les vêtements sont lavés dans l'eau contaminée et participent au transport des maladies. Pour le moment, la situation est encore contrôlable, mais on sait très bien qu'en cas d'aggravation de l'état de santé des Indiens, personne ne pourra rien faire. Semaine importante pour les agriculteurs français. À quelques jours des réunions de Bruxelles qui fixeront définitivement les prix de la prochaine campagne agricole, les manifestations se succèdent pour appuyer leurs revendications. Les paysans ne veulent pas du tout des propositions de la Commission, une augmentation des prix de 9%. Ils réclament, eux, plus de 16%. Le président de la FNSEA est allé voir cet après-midi le chef de l'État. Et pendant ce temps, ses troupes engageaient un dialogue, disons, moins feutré, avec Édith Cresson, ministre de l'Agriculture. Regardez ce qui s'est passé dans cette petite ferme située à 20 km de Caen. Ce sont en effet quelques 600 agriculteurs réunis dans la cour d'une ferme du Calvados qui ont tenu à exprimer leur mécontentement de vive voix à Édith Cresson. Et très rapidement, le dialogue s'est engagé. Nous voulons vous dire deux choses, madame.
ou vous vous comportez en vrai capitaine, responsable d'un secteur qui est l'agriculture, responsable des hommes d'équipage que nous sommes, et dans ce cas, nous vous disons, vous pouvez rester, sinon, si parce que la tâche est trop difficile, si parce que vous pensez que vous n'avez pas la volonté, ou telle est votre volonté, si, et des fois on se demande si votre mission n'était pas celle de saborder le navire, dans ce cas, nous vous disons, partez, sinon, les moussaillons que nous sommes, eh bien, avant de périr, vous mettront par-dessus bord. Loin de vouloir diviser, ce qui serait absurde, les agriculteurs. Je cherche au contraire à les rassembler tous, les petits comme les grands, parce que tout le monde a le droit à la parole, et les diverses organisations, parce que tout le monde a le droit de s'exprimer, et qu'à la veille de ce combat très difficile à Bruxelles, les agriculteurs français doivent être au coude à coude, de façon à aider le gouvernement à remporter un succès. Nous sommes au travail, il ne faut pas que l'équipage ait peur. Hein, c'est dans les tempêtes qu'au contraire, il faut que chacun soit à sa place, fasse son boulot. En fin de dialogue, 300 manifestants ont refusé de se disperser et sous la pression de la foule, le ministre se trouva bientôt bloqué dans un coin de cour boueux. Protégé par des gendarmes, Édith Cresson réussit finalement à gagner un verger. Et c'est un hélicoptère dépêché par la préfecture qui vint la chercher. Mais entre-temps, les manifestants, après avoir contourné un service d'ordre inférieur en nombre, envahirent le verger et bousculèrent quelque peu le ministre. L'intervention des forces de l'ordre permit alors de dégager un périmètre au centre duquel Édith Cresson put monter à bord de l'hélicoptère qui partit vers Caen sous les huées des manifestants. Alors un peu plus tard et beaucoup plus pacifiquement, François Guillaume, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, rencontrait en début d'après-midi le président de la République. Ce soir, François Guillaume est notre invité. François Guillaume, on a l'impression en regardant ce reportage que vous n'aimez pas beaucoup Édith Cresson et que vous cherchez en quelque sorte à demander sa tête. Non, certainement pas. Je crois qu'il y a un gouvernement, il a été tout à fait normalement désigné par le président de la République. Il y a un ministre de l'Agriculture. C'est avec ce ministre de l'Agriculture que nous discutons et que nous souhaitons discuter. Encore faut-il que nous puissions trouver un partenaire décidé à cette discussion, à cette concertation approfondie. Alors vous ne cessez pas de demander effectivement la concertation, mais ça va certainement pas beaucoup l'inciter à la développer, cette concertation. Ça va continuer ces manifestations, ces blocages de ministres? Écoutez, je crois que, bon, il est clair que les agriculteurs se sentent victimes d'une injustice. Actuellement, et je trouve ça tout à fait normal, on accorde des sécurités à certaines catégories de Français. Et les agriculteurs en sont exclus, ce qui leur apparaît tout à fait anormal et injuste. Et il se trouve que les compensations normales qu'ils auraient dû obtenir à la dernière conférence annuelle pour essayer d'enrayer cette chute brutale du revenu agricole n'ont pas été obtenues et qu'actuellement il y a un sentiment de découragement total chez les agriculteurs. Et cette attitude ne représente pas une sorte de mesure de rétorsion par le fait que vous n'êtes plus l'interlocuteur privilégié du pouvoir aujourd'hui ? Non, écoutez, je crois que la FNSEA représente l'ensemble des agriculteurs français. Nous avons 8 agriculteurs sur 10 qui sont adhérents de la FNSEA. Ça n'existe dans aucun mouvement syndical. Donc nous sommes une force importante et nous sommes de plus une organisation sérieuse et responsable qui est capable de faire des propositions, qui est capable de participer avec d'autres organisations comme par exemple les 3 grandes autres organisations, mais qui est capable, je le dis, de participer à des négociations permettant d'aboutir à des résultats précis. Vous voulez rester leader ? Mais je crois que les choses sont ce qu'elles sont. Nous sommes ce que nous sommes. Personne ne peut contester aujourd'hui notre représentativité. Or, c'est un peu ce qu'on a fait du côté du gouvernement et que l'irritation des agriculteurs est à la fois provoquée par la situation difficile qu'ils connaissent, mais aussi le fait qu'on se permet d'attaquer en quelque sorte leur organisation syndicale, chose tout à fait anormale. Pierre Mauroy, hier dans Paris-Normandie, vous a un petit peu accusé de jeter de l'huile sur le feu en encourageant, je cite, un peu l'inquiétude et parfois la colère des agriculteurs.
Non, je crois que justement nous n'avons donné aucune consigne de manifestation. Ce sont les réactions spontanées de la base qui apparaissent. Et l'exemple que nous venons de voir à l'instant démontre très facilement que les agriculteurs sont quand même très inquiets sur leur avenir et qu'il faut absolument qu'on prenne des mesures. C'est ce que je me suis efforcé d'expliquer au président de la République. Et là, le dialogue s'est bien passé? Nous avons eu un dialogue constructif, nous sommes allés au fond des choses, à la fois sur le problème de la concertation, sur le problème du revenu agricole et sur le problème de l'échéance difficile qui s'annonce dans la communauté. Alors pour le revenu agricole, est-ce que, pardonnez-moi de vous poser cette question un petit peu rude, mais c'est comme ça que les Français se la posent souvent, est-ce qu'on va encore longtemps payer pour les agriculteurs? Eh bien écoutez, je crois que justement, les agriculteurs souhaitent vraiment obtenir un revenu normal à partir du travail qu'ils développent, et ce travail est considérable. Vous parliez tout à l'heure de la 5e semaine qui va rentrer dans les fêtes, de congés payés. Pour les agriculteurs, point ou très peu de vacances. Pour les agriculteurs, non pas la semaine de 35 heures, mais la semaine de 70 heures, souvent notamment pour les éleveurs. Et par rapport à ce travail important, un revenu qui ne cesse de chuter et qui a connu une chute catastrophique cette année. Et en face de cela, manifestement, des pouvoirs publics qui ne prennent pas les mesures nécessaires et qui au contraire démontrent que, ou plutôt ont le sentiment que en fait les agriculteurs ont un revenu correct, ce qui n'est absolument pas le cas. Et nous sommes critiqués pour les subventions que nous recevons et que nous contestons d'ailleurs nous-mêmes. Nous sommes critiqués également sur d'autres terrains, notamment on indique que les agriculteurs ne payent pas d'impôts. Tout ça, nous avons démontré que ça n'était pas vrai. Et il est clair... Il y en a des gros qui ne paient pas beaucoup d'impôts, ça vous le reconnaissez? Pourquoi? Mais non. Les agriculteurs payent des impôts comme les autres. Les gros agriculteurs dont vous parlez, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, sur 1 million d'exploitations agricoles, il y a 50 000 exploitations qui ont plus de 500 000 francs de chiffre d'affaires. Je dis bien, je fais bien la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu. Le chiffre d'affaires, ça n'est pas le revenu, loin de là. Bon, ces 50 000 agriculteurs sont au bénéfice réel, comme n'importe quelle entreprise de cette taille dans un autre secteur d'activité, et payent des impôts tout à fait normalement, et je dis même quelquefois injustement, parce qu'il y a une spécificité agricole dont on ne tient pas compte. Une dernière question, François Guillaume. Est-ce que vous ne pensez pas que ça irait mieux à Bruxelles si on n'était pas 10 mais 9, sans les Anglais? Ah bah ça c'est évident. Déjà, il y a 2 ans, le président de la FNSEA a indiqué que si les Anglais ne voulaient pas respecter les règles du marché commun, il fallait qu'ils quittent la communauté. Jamais ils ne l'ont fait et ils ne sont pas prêts de le faire. Et aujourd'hui, ce que je déplore, c'est qu'on s'est laissé en quelque sorte un peu embarquer dans le chantage anglais qui consiste à dire donnez-moi un chèque et vous aurez des prix agricoles, ce qui nous inquiète beaucoup parce que pour nous, les prix agricoles doivent être fixés à un niveau normal et doivent intervenir à partir du 1er avril, date normale de la campagne agricole. Merci d'avoir été notre invité. Autre profession en conflit en ce moment, les douaniers. En fin de matinée, la CGT et la CFDT ont appelé à une extension de leur action au niveau national. Cela touche donc tous les aéroports, mais aussi les frontières, la plus perturbée restant la frontière espagnole au Pays Basque. De l'autre côté des Pyrénées, le trafic des poids lourds a repris au poste frontière du Pertus, non loin de Perpignan. Dominique Thiers revient du Pays Basque. On passe encore au compte-gouttes aujourd'hui à Orly. Les files d'attente s'allongent derrière des douaniers zélés qui ne manquent pas de faire ouvrir chaque valise, de contrôler chaque recoin. Il faut s'attendre à ce que la situation s'aggrave puisque la rencontre syndicat-direction des douanes est un échec total pour les douaniers. À l'issue de la réunion, les syndicats ne cachaient pas leur déception et annonçaient avec fermeté que la grève prendrait encore plus d'ampleur. Les syndicats des douanes CFDT et CGT, qui représentent 65% du personnel, ont décidé d'amplifier et d'intensifier le mouvement, c'est-à-dire qu'on va appliquer strictement les règlements. Concrètement, ça va se traduire comment? Ça va se traduire de la manière suivante. Pour les usagers, c'est-à-dire pour le trafic touristique, un contrôle renforcé, et pour le trafic marchandises, un contrôle beaucoup plus fort, c'est-à-dire à 100% actuellement. En général, vous faites quel pourcentage? C'est-à-dire que la Direction générale des douanes fixe les pourcentages de contrôle à 5% au niveau des importations et des exportations de marchandises. À Biryatou, à la frontière franco-espagnole, il n'y a plus de douaniers. Hier, la police avait dû intervenir et calmer les esprits des routiers coincés depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, les douaniers ne sont pas venus travailler, les camions passent lentement, avec pour seul contrôle celui de la police qui délivre une attestation.
Près de 1300 camions sont passés cette nuit en Espagne. Ce matin, il y avait encore, côté français, 500 mètres de file d'attente, car le désengorgement de 3500 véhicules arrêtés depuis plusieurs jours ne peut se faire en quelques heures. Mais ils ont tous bon espoir de franchir ce poste assez rapidement. Ça fait longtemps que vous attendez? Ah ouais, ça va fermer ici, le parking, c'est le chaud. Et là, vous pensez que vous allez passer? Ah ouais. Attention les stations françaises qui sont en direction de la France, côté espagnol, break-break. Cherchant à rassembler le maximum d'informations, les camionneurs s'appellent entre eux. Les nouvelles sont bonnes, la circulation s'effectue normalement côté espagnol. Mais pour certaines petites maisons de transport, l'arrêt forcé à la frontière pendant près d'une semaine est dramatique. Ça nous fait perdre beaucoup d'argent, disons dans la mesure qu'on devrait faire 4 voyages dans le mois. Et puis là, on est à cheval sur 2 semaines, on va avoir loupé 2 voyages. Et vous travaillez dans une grande maison? Non, on a une maison, il n'y a qu'un chauffeur, enfin c'est moi, et puis je suis qu'un patron, on est tous les deux. Et on n'a un véhicule pour le moment, et ça nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on en attend un deuxième, et puis vu comme c'est parti... Effectivement, c'est mal parti, car les nerfs sont à fleur de peau, et si les postes de douane devaient être encore fermés, les routiers perdraient patience. Ils ne se sentent évidemment pas concernés par des problèmes de fonctionnaires. À l'origine de cette grève des douaniers, vous le savez, le passage aux 39 heures. Eh bien aujourd'hui, sur Antenne 2, le ministre du Travail, Jean Auroux, a répété que tout le monde aujourd'hui avait un devoir de solidarité dans cette affaire. Jean Auroux qui, par ailleurs, s'est exprimé sur la 5e semaine de congés payés. Elle s'applique pleinement dès cette année, a-t-il dit. Et je ne comprends pas que certaines circulaires patronales laissent entendre qu'il faille faire commencer les compteurs des congés payés à partir de la date de l'ordonnance. Pour une raison toute simple, c'est qu'à partir du mois de juillet dernier, il y a eu un accord patronat, partenaires sociaux, qui a prévu que la 5e semaine était conclue, était décidée. Par conséquent, il faut que l'on calcule la 5e semaine à partir de juin dernier, et il faut que les Français aient une 5e semaine dès l'année 82. Seulement, le son de cloche était un petit peu différent du côté du CNPF. Laurence Graffin a interrogé le numéro 2 des patrons, Yvon Chotard. Apparemment, vous allez voir, pas d'accord avec ce mode de calcul. En droit strict, malgré l'avis de certains professeurs de droit qui évoquent indûment un arrêt du Conseil d'État qui en réalité a été dépassé par une loi ultérieure, on prend pour le calcul de la 5e semaine les mois travaillés à partir du 1er février, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de négociation de branche ou de négociation d'entreprise, pour l'année 82, il n'y a que de 2 jours de congés supplémentaires. Monsieur Auroux nous a déclaré à midi à Antenne 2 que son point de vue était qu'on devait compter les jours de congé à partir de l'accord, la conclusion de l'accord, c'est-à-dire de juillet dernier. Donc il y aurait la 5e semaine entière, fin 82. S'il y a une interprétation juridique différente, il faudra que le ministre du Travail prenne les textes en conséquence. Bon, cela dit, ce soir, du côté du CNPF, on semble désireux de régler l'affaire au mieux et au plus vite. Yvon Chotard participait avec Yvon Gattaz à une rencontre avec la CFDT. C'était la première officielle depuis le 10 mai. Pour Edmond Maire, il est normal que les actions à propos des 39 heures s'intensifient dans les mois à venir. Les chiffres du chômage pour le mois de janvier, on reste toujours au-dessus de la barre des 2 millions, 31 000, vous le voyez très exactement, pour 14 000 en décembre, ceci en données brutes. Autre chiffre clé, autre plafond, le dollar au-dessus de 6 francs, à Paris 6 francs 02 contre 5 francs 94 hier. On s'approche tout doucement du record du 11 août dernier. Un séminaire cet après-midi à l'Élysée, une douzaine de ministres autour du chef de l'État à propos des finances publiques pour éviter tout dérapage du budget et puis pour commencer à parler de la réforme fiscale, mais pas plus de détails pour le moment. Enfin, demain, l'événement politique de la semaine, le début du 24e congrès du Parti communiste. En présence, pour la première fois depuis la rupture des relations sino-soviétiques, de l'ambassadeur de Chine à Paris, et puis d'un très grand nombre de délégations étrangères, parmi lesquelles également celui que l'on considère comme le numéro 2 du Kremlin aujourd'hui. Mais là n'est pas l'essentiel de ce congrès, pas comme les autres.
Pour la première fois, en effet, depuis 30 ans, des communistes participent à un gouvernement et parallèlement, le parti semble affaibli électoralement. Pour tous les observateurs, l'actuelle direction devrait quand même être reconduite sans problème. Ici, place du colonel Fabien, siège le gouvernement du Parti communiste. 21 personnes choisies au moment des congrès qui forment le bureau politique. Mais c'est un groupe 3 fois plus restreint qui en fait capitalise tout le pouvoir en son sein, les 7 membres du secrétariat. Le secrétaire général, Georges Marchais, Charles Fitterman, aujourd'hui également ministre d'État, Gaston Plissonnier, chargé de la promotion des cadres, Paul Laurent pour l'organisation, Jean Colpin pour les entreprises, Maxime Grémetz pour la politique étrangère, enfin Gisèle Moreau pour les femmes. Parmi eux, au lendemain du 23e congrès, 5 députés. Aujourd'hui, un seul l'est encore, Georges Marchais. Les 4 autres ont été battus aux élections de juin. En 69, l'année où Georges Marchais accède à la direction, le PC représentait plus de 22% des voix. Aujourd'hui, entre 15 et 16%. Entre-temps, il y a eu 5 congrès, la signature du programme commun, puis la rupture de l'Union de la gauche, la pression des contestataires, puis les désastres électoraux, l'approbation du coup de Kaboul, puis les ministres communistes, enfin, le soutien aux militaires polonais. Ce 24e congrès, le PC le désigne, je cite, comme la volonté d'y voir clair dans les raisons de son recul, d'où l'évocation du retard enregistré en 56 pour aujourd'hui mieux repartir de l'avant. Pourtant, de tous ceux qui ont critiqué les analyses de la direction dans la tribune de discussion, aucun ne sera présent au congrès. Rares seront les fausses notes, unanimes seront les discours. C'est qu'aujourd'hui, comme hier, le centralisme démocratique a déjà joué pour la sélection des délégués. Aujourd'hui, comme hier, la direction sera massivement acclamée, puis reconduite pour construire cette fois le socialisme aux couleurs de la France. Peut-être auparavant, le 24e congrès aura-t-il expliqué pourquoi c'est au moment où le PC veut combler son retard qu'il recule le plus. Voilà, jeudi, dans Affaires vous concernant, jeudi soir, après le journal, une manière de radioscopie du Parti communiste. Nous sommes allés dans des lieux où jamais aucune caméra n'était rentrée jusqu'alors, par exemple à l'école centrale du parti à Choisy-le-Roi. Et puis Valéry Giscard d'Estaing a présidé aujourd'hui la première réunion du Conseil pour l'avenir de la France. Ce conseil se fixe 2 tâches. Tout d'abord, identifier les principaux problèmes qui se poseront à la France à la fin de la gestion socialo-communiste. Et puis proposer les actions à conduire dans un esprit libéral et social pour faire face à ces problèmes. À l'étranger, toujours cette peur de l'attentat aux États-Unis. Pendant plusieurs heures, aujourd'hui, on a cru que le vice-président américain, George Bush, avait été la cible d'un tireur. En fait, il semble que le projectile qui ait atteint sa voiture n'ait été qu'un caillou. Édouard Laure à Washington. L'ampleur de l'opération lancée ce matin par les services de sécurité quelques instants après le passage de la voiture du vice-président est sans aucun doute à la dimension de la psychose d'attentat qui règne à Washington depuis maintenant 3 mois. En quelques minutes, on a assisté à un véritable ballet de voitures de police et d'hélicoptères. Le quartier a été entièrement bouclé dans la meilleure tradition des films policiers américains. Que ce soit le fait d'une balle d'un tireur isolé, ou c'est plus que probable, un projectile qui serait tombé d'un chantier en construction, on a en tout cas assisté ce matin à la répétition de l'attentat qui a bien failli coûter la vie au président Reagan il y a maintenant 6 mois. Le vice-président Bush est rentré à son bureau, comme si rien ne s'était passé. Mais ce soir, dans les milieux de sécurité de la Maison-Blanche, on reparle de la lutte contre le terrorisme, sans doute parce qu'il s'agit tout de même du vice-président des États-Unis, et même si ce n'était qu'une pierre. Je voudrais simplement ajouter que cette psychose de l'attentat a atteint de telles proportions à Washington qu'il est vrai qu'on n'a pas vu le président Reagan dehors depuis 6 mois, y compris le jour de Noël où le sapin des jardins de la Maison-Blanche avait été allumé par le président de l'intérieur de sa résidence par un système électronique. Le secrétaire d'État américain Alexander Haig a évoqué aujourd'hui à nouveau la Pologne. Cette crise, loin d'être terminée, a-t-il dit, sape le fondement des relations Est-Ouest. Afghanistan, plusieurs centaines de civils auraient été tués la semaine dernière à Kandahar, la seconde ville du pays, au cours de bombardements des forces soviéto-afghanes. C'est ce que l'on dit de sources diplomatiques occidentales et auprès de la résistance musulmane à la frontière du Pakistan. Iran, libération de l'homme d'affaires britannique détenu sans procès sous la vague accusation d'espionnage depuis 1 an et demi. Enfin, le président Moubarak a quitté Paris en début d'après-midi
pour Washington. Les sports maintenant, avec cette jolie performance du Français Jean-Christophe Simon, qui a remporté l'épreuve des figures imposées des championnats d'Europe de patinage artistique. Une épreuve très ingrate pour les spectateurs autant que pour les patineurs, vous allez voir. Les figures imposées, un spectacle singulier au petit matin en catimini dans l'atmosphère lugubre d'une patinoire glaciale et déserte. Jean-Christophe Simon a bien passé l'épreuve aujourd'hui à Lyon à la satisfaction d'Alain Calmat, dernier champion d'Europe français il y a 18 ans déjà, de Carlo Fassi, entraîneur de Simon, et naguère de Peggy Fleming, Dorothée Hamill, John Curry et Cousins. Un travail répétitif, sans génie, redouté des artistes de la glace. Un travail fait de cercles tracés sur un pied et qu'il faut recouvrir au plus près sous le regard de juges vigilants, sinon lestes. Sont minutieusement relevés la géométrie de la figure, le style et la trace. De bonnes notes là pour Simon. Alain Calmat, dont ce ne fut pourtant pas la spécialité, est aujourd'hui étonnamment un défenseur des figures imposées. Les figures imposées, c'est une épreuve particulière qui est destinée à apprécier la précision du patinage, le contrôle de soi et l'équilibre. Est-ce que de nos jours, ça n'est pas un peu dépassé? C'est comme si on demandait à Borg, le matin de la finale de Roland-Garros, d'aller montrer s'il sait faire un coup droit. Je vois très bien ce que vous allez dire, les clichés habituels, les gammes pour le pianiste, les balles pour... Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une discipline différente, et ça n'est absolument pas des exercices pour réussir en libre. Je ne crois pas qu'il faille absolument condamner les figures imposées, qui, à mon avis, représentent une évaluation très intéressante de ce qu'on peut faire sur des patins. Bon, puis c'est aussi un bon exercice pour les juges, on l'a vu. En ski, un deuxième titre au championnat du monde de ski alpin pour Erika Hess. Elle a remporté le slalom géant devant l'américaine Christine Cooper et la skieuse du Liechtenstein Ursula Konset, Fabienne Serra, est 5e. Enfin, match retour du quart de finale de la Coupe Korach en basketball. Tours a été battu par Istanbul 90-87, mais va en demi-finale. Avec Alain Gillot-Pétret maintenant, la météo pour demain. Va-t-on vers la chaleur? Eh bien, on se pose la question à la météo nationale et je me la pose aussi. Pourquoi? Eh bien, voici la situation qui pourrait nous arriver d'ici 2 à 3 jours. La formation d'un gros anticyclone sur l'Europe, ramenant de l'air doux de la Méditerranée par le sud, donc sud c'est chaud, et puis rejetant le mauvais temps sur la mer, seulement comme dans une perturbation il y a toujours deux parties, une partie froide qui est au nord, une partie sud qui est chaude. Eh bien, cette chaleur viendrait s'ajouter à l'air de la Méditerranée et il pourrait donc y avoir des températures de 20 et quelques degrés au sud et de 10, 15, peut-être plus au nord du pays. Alors on verra bien d'ici 2 jours, espérons. En attendant pour demain, le baromètre sera en légère baisse et le thermomètre, lui, sera en légère hausse. Pour demain, un passage pluvieux, faiblement pluvieux, c'est pas grand-chose. Se passera de l'ouest au nord-est dans la journée, situera vers midi du pays de Caux au Massif central, peu de pluie, mais tout de même des nuages. Et puis après ce passage, un temps variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, accompagné de quelques giboulées et d'un renforcement de vent d'ouest sur les côtes de l'Atlantique. Sur la moitié est du pays, des brumes le matin, du soleil l'après-midi comme aujourd'hui. Les températures prévues par la météo nationale pour demain, dégelées encore sur le nord-est, Paris et le centre, de 0 à moins 4, c'est pas terrible, et l'après-midi de 5 degrés dans le nord-est à 15 degrés en Corse, des températures tout de même convenables. Pour terminer notre agenda, demain c'est le mercredi 3 février, les heures du soleil, levé 8h20, couché 17h50, 4 minutes de soleil en plus. Demain c'est la Saint-Blaise qui est le patron des tailleurs de pierre, et puis je suis impardonnable, hier soir j'ai oublié de vous dire que ce soir c'était la Chandeleur, alors je vous ai apporté une crêpe que je remettrai à Patrick Parot-Darvor qui, comme chacun sait, est breton, car c'est une crêpe bretonne, la crêpe. Dernier journal à 23h15 présenté par Hervé Claude. Philippe Labro aura pour invité demain antenne de midi Henri Verneuil, le cinéaste. Je vous rappelle quant à moi les titres essentiels de la journée. Du côté de l'agriculture, le président de la FNSEA, François Guillaume, a été reçu à l'Élysée par le chef de l'État et son ministre et le ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, a eu quelques difficultés dans une ferme près de Caen.
La cinquième semaine de congés payés, applicable dès cette année, nous a dit Jean Auroux, le ministre du Travail. Le CNPF n'est pas d'accord. Enfin, en sport, le Français Jean-Christophe Simon en tête des championnats d'Europe de patinage artistique à l'issue des figures imposées. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure. Bonsoir à tous.